C'est une métaphore un peu facile, mais si vous avez 10 kilos à perdre en début de l'année, vous avez deux solutions. Soit vous essayez de les perdre tout au long de l'année, donc de l'ordre de 800 grammes par mois, soit vous attendez le dernier mois pour perdre les 10 kilos, et là, ça risque d'être un peu plus compliqué. Dans certains cas, ça ne sera même pas possible. Donc finalement, un bilan RSE, c'est pour les censeurs, pour les analystes, pour les tiers. Qu'est-ce qui va attester que l'entreprise est sur la bonne trajectoire? C'est déjà est-ce qu'il y a une trajectoire qui a été définie, trajectoire théorique, de baisse des émissions, de baisse de la consommation d'eau, de recyclage des matières premières, que sais-je encore. Et au fil du temps, est-ce que les points sur la courbe attestent que la trajectoire est tenue, ou est-ce que la trajectoire n'est pas tenue? Et si la trajectoire n'est pas tenue, ça, bien sûr, ça va poser question sur la crédibilité des actions qui sont mises en œuvre et qui étaient censées faire en sorte que la trajectoire soit tenue. Bonjour et bienvenue sur Data Driven 101, le podcast qui s'intéresse aux applications concrètes et variées de l'intelligence artificielle et de la data. Je suis Marc Sanselme, spécialiste en IA, et je reçois chaque semaine des professionnels pour nous partager leurs expériences et leurs visions sans filtre. Aujourd'hui, je reçois Fabrice Bonifay, directeur développement durable du groupe Bouygues, président du C3D, administrateur du Shift Project et co-auteur du livre L'entreprise contributive, concilier le monde des affaires et limites planétaires. Bonjour Fabrice. Bonjour. Alors Fabrice, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des deux organisations dans lesquelles vous travaillez et qu'est-ce que vous y faites exactement ? On peut commencer par Bouygues, qui est, comme tout le monde le sait, je pense, un grand groupe industriel de services diversifiés qui opère dans le monde entier, dans le domaine de la construction, des travaux publics, de l'immobilier, des télécoms en France et des médias, et plus récemment dans le domaine de l'énergie et des services, avec le rachat d'Equance qui s'est déroulé l'an dernier, qui est une grosse structure de près de 100 000 collaborateurs, et qui est spécialisé dans l'accompagnement de nos clients dans les domaines du facility management, de l'efficacité énergétique, des énergies renouvelables et tout ce qui touche en fait à la maintenabilité des installations industrielles. Et alors le C3D ? Alors le C3D, c'est une association de professionnels de la RSE qui a été fondée il y a 15 ans à la sortie du Grenelle de l'environnement, et cette association vise en fait à accompagner les responsables RSE dans l'exercice de leurs fonctions, dans leur organisation, pour leur donner les meilleurs outils, les meilleures méthodes pour qu'ils puissent être le plus efficaces possible dans l'exercice de leur métier, au service à la fois de leur organisation, mais aussi de notre cause commune, qui est la préservation des écosystèmes et le respect des limites planétaires. Donc c'est pas une mince affaire, compte tenu que ça fait quand même assez peu de temps que les organisations humaines s'occupent de ce sujet qui est pourtant essentiel. Alors, quel est le besoin exactement que vous adressez auprès donc, de ces entreprises que vous accompagnez ? En fait, le sujet aujourd'hui, c'est de modifier notre façon de créer la valeur. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, on a encore une façon de créer la valeur qui est basée sur l'extraction des matières premières, l'utilisation d'énergie très intensive, avec une non prise en compte dans nos modèles d'affaires de ce qu'il faudrait provisionner, protéger, préserver pour que ça puisse être durable. Donc on est dans une approche qu'on appelle linéaire, donc d'extraction, de production, d'utilisation, et ensuite on jette, avec très peu de rebouclage entre ce qu'on utilise à l'entrée et ce qu'on va pouvoir réutiliser à la sortie pour générer des nouvelles activités, et avec une non prise en compte quasi totale de ce que la planète nous offre gratuitement, c'est-à-dire le cycle de l'eau, le cycle du climat, qui sont considérés dans l'économie comme étant une commodité. Et donc, rien n'est fait véritablement pour protéger cette commodité qui est pourtant essentielle au business. Dans notre système comptable, il n'y a rien qui nous oblige aujourd'hui à approvisionner les sommes qui seraient nécessaires pour maintenir une très bonne qualité de l'air ou un climat stable, etc. Et ça, c'est le péché originel, en fait. Donc, c'est quand même assez facile. Enfin, en tout cas, c'est plus facile de gagner de l'argent lorsque on s'occupe de ce que l'on gagne, mais on ne s'occupe pas de ce que l'on doit à la nature. Et donc, ce cycle-là, il n'est pas durable, dans la mesure où, tant qu'on était quelques centaines de milliers sur cette planète, sans mécanisation, sans machine, la planète était suffisamment résiliente pour pouvoir encaisser ce qu'on lui faisait subir. Maintenant, à près de 8 milliards d'individus ultra mécanisés avec des milliards de machines, là, on arrive aux limites de cette résilience. Et les scientifiques nous intiment le conseil de ralentir.
et de changer de modèle économique. Et donc notre rôle, nous les responsables RSE, c'est précisément d'être un peu des lanceurs d'alerte dans nos organisations pour expliquer que la croissance infinie dans un monde fini aux ressources, c'est pas possible, et que si on veut continuer de se développer sans renoncer à un minimum de confort matériel, il va falloir bien discriminer ce qui est essentiel de ce qui l'est moins, et de mettre en place des modèles d'affaires qui sont contributifs ou régénératifs de ce qui est indispensable pour créer la valeur, et précisément la bonne santé des écosystèmes. Donc de l'intégrer en fait dans le modèle d'affaires, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc c'est possible de créer de la valeur économique différemment, mais il faut juste tout changer. Ouais. Alors, quelles sont les pistes, justement? Comment est-ce qu'on intègre dans un modèle d'affaires l'extraction des ressources planétaires, le fait qu'on consomme ce que quelqu'un d'autre ne pourra pas consommer si on veut ne pas dépasser des limites? Comment on intègre ça? Déjà, il faut déjà avoir l'humilité d'accepter qu'il y a des limites, déjà. Donc, de regarder notre droit à polluer. Alors, en l'occurrence, en ce qui concerne les émissions de CO2, c'est 0. Si on était lucide avec nous-mêmes, on s'interdirait d'émettre du CO2 dans le cadre des activités humaines, parce que c'est ce qui contribue fortement, bien entendu, au réchauffement climatique, qui commence à poser quand même quelques petits problèmes sur la planète entière. Et puis, en termes d'extraction de ressources minérales, notamment les métaux, si on ne peut pas être assuré, on ne peut pas s'assurer qu'on est dans des boucles qui sont parfaitement circulaires, qu'on va récupérer ces matières premières pour pouvoir ensuite refabriquer d'autres produits sans avoir à les taper en permanence dans les ressources vierges, donc dans les mines notamment, eh bien ça ne pourra pas le faire, parce qu'un jour ou l'autre aussi, ces ressources minérales disparaîtront. Donc on a besoin d'avoir un modèle de production qui sera moins basé demain sur la fabrication de biens matériels, mais sur la fabrication de biens matériels destinés à être utilisés par plus d'utilisateurs potentiels, donc de clients finaux, et donc fabriquer moins de produits, mais plus d'utilisation. Donc l'industriel demain sera moins enclin à vendre son produit qu'à le louer, en fait, à différents types d'utilisateurs tout au long de la journée, en fonction des demandes de la journée, de la semaine, du mois. Et donc, on va rentrer dans une économie qui s'appelle l'économie de la fonctionnalité, une économie basée sur l'intensité d'usage des biens produits par les industriels. Donc, l'avantage, c'est de fabriquer moins de produits, parce qu'ils vont être plus utilisés, mais pas au même moment, forcément. Et qui dit moins de produits, moins de pression sur les ressources, moins d'énergie pour les fabriquer, et puis aussi une capacité des industriels, compte tenu qu'ils vont avoir des datas extrêmement fiables à leur disposition, compte tenu qu'ils vont pouvoir regarder comment les clients utilisent ces produits, et bien pouvoir les rendre plus réparables, plus recyclables, et les faire durer plus longtemps dans le temps. Alors j'interprète un peu ce que vous dites. Une machine à laver, au lieu de l'acheter et donc de donner un intérêt à l'industriel à ce qu'elle vive peu de temps, qu'on ait cette obsolescence programmée, le besoin de la racheter dans 4 ans quand elle tombe en panne, on va plutôt la louer. Et là, au contraire, l'industriel aura tout intérêt à ce qu'elle tienne longtemps et donc qu'elle puisse servir longtemps avec les mêmes matériaux, la même extraction initiale. Et donc ce modèle d'affaires-là, si on l'accepte, peut être une solution, du moins une partie de la solution pour diminuer les émissions de CO2, la consommation de ressources limitées. C'est exactement ça. Alors, quel genre de données vous traitez quand vous mettez en place un plan RSE, une stratégie RSE? Concrètement, à la fin, il faut un peu chiffrer les choses. Sur quelles données on peut s'appuyer? Donc on va appeler cela le reporting extra-financier, qui existe maintenant dans les entreprises depuis une quinzaine d'années. Donc ce sont des données non financières, mais qui sont tout aussi importantes que le financier aujourd'hui, parce que on ne pourra pas piloter une décarbonation si on n'a pas ne serait-ce que les données afférents aux émissions de l'entreprise. Donc il y a plusieurs types d'émissions, directes, indirectes. Enfin, peu importe la sémantique ou la technique, ce qui est important, c'est d'avoir le poids carbone de ce que l'on utilise pour faire son business, que ce soit en production propre ou lorsqu'on achète des équipements ou des ingrédients qui viennent dans la composition de notre produit final, donc la fameuse supply chain. Et si on veut pouvoir avoir une stratégie de diminution, d'atténuation, comme on dit dans le jargon, il faut pouvoir avoir le poids carbone assez précis de tout ce qui est à prendre en compte, de manière ensuite à réfléchir à la façon dont on peut diminuer progressivement par itération successive, soit par remplacement, soit par changement de technologie, soit
en utilisant un nouveau modèle économique. Il n'y a pas une façon de faire, il y a une kyrielle de façons de faire qui se combinent pour tendre vers, d'abord, une première division par 2 des émissions à l'horizon 2030, c'est ça l'objectif, et puis ensuite contribuer à la neutralité carbone planétaire en 2050, parce que c'est l'objectif que toute entreprise qui se déclare responsable doit avoir ou devrait avoir. Et donc ce pilotage de cette trajectoire de décarbonation, on le fait avec des datas que l'on récupère ici de notre fournisseur d'énergie, ici de nos partenaires sous-traitants et fournisseurs de biens matériels. Et lorsqu'on compile tout ça, lorsqu'on consolide tout ça, on est plus à même donc de définir des stratégies de décarbonation qui vont nous permettre ensuite, vis-à-vis de nos censeurs, de nos parties prenantes, d'attester qu'on est bien sur la bonne trajectoire. Parce que l'objectif, c'est d'arriver sur une trajectoire crédible, validée par la science, et qui va nous permettre donc d'apporter la preuve à nos parties prenantes que notre démarche est efficace. D'accord. Les principales, on va dire les organismes, les principales sources qui produisent des données crédibles, fiables là-dessus, si on va vraiment très loin creuser, on connaît l'ADEME. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme source intéressante pour quelqu'un qui voudrait aller vraiment comprendre son impact carbone? C'est pas tellement l'ADEME d'ailleurs qui nous aide là-dedans. L'ADEME donne des méthodologies, mais ceux qui produisent les données, ce sont les entreprises elles-mêmes en fait, qui réalisent ce qu'on appelle un bilan carbone de leurs activités et leur bilan carbone de leurs activités dans leur ensemble, mais aussi ensuite le bilan carbone des produits. Qu'elle nous vend, parce qu'une même entreprise peut fabriquer tout un tas de trucs différents. Donc, ce qui est important pour le client final de toute solution, c'est d'avoir le sigma des équipements qui rentrent dans la composition de son propre produit pour pouvoir ensuite déclarer le poids carbone de son produit final. Et ça, aujourd'hui, les entreprises, dont les grandes entreprises ou les moyennes sont capables de réaliser ces bilans carbone, se font aider de consultants le cas échéant. Ouais. Et tout le monde va s'y mettre, vu que l'application de la future normalisation CSRD qui rentrera donc en vigueur l'année prochaine abaissera le seuil de la réalisation des plans d'atténuation climatique jusqu'à des entreprises de 250 salariés. Donc c'est des moyennes entreprises, des petites et moyennes entreprises. Alors ça ne sera pas encore obligatoire pour les artisans, mais d'afficher son poids carbone pour les entreprises demain, ça va devenir vital, car les donneurs d'ordre vont l'exiger, parce que les donneurs d'ordre, notamment les grandes entreprises, ont besoin d'avoir une visibilité claire sur ce qu'elles embarquent dans la composition de leurs propres solutions. De manière ensuite, je répète, le but c'est pas de mesurer pour mesurer, le but c'est de mesurer pour réduire et de trouver des alternatives. Et heureusement, aujourd'hui, il y a dans pratiquement tous les domaines des alternatives. Alors, est-ce que c'est des alternatives qui suffiront pour aller vers le net zéro à date? Non. Mais on peut espérer, en tout cas, que dans les années qui viennent, on puisse tendre vers ce net zéro, qui est la seule façon d'arrêter le changement climatique. Oui. Alors, c'est intéressant, vous parlez de net zéro, de neutralité carbone. Si on est fidèle à la réalité, il faudrait émettre zéro. Des activités humaines qui résorbent du CO2, il n'y en a pas beaucoup. Comment est-ce qu'on compense le fait que toute activité a tendance à générer du CO2? Comment est-ce qu'on vient aller vers le zéro? On nous a parlé des 2 tonnes par personne et par an. Comment est-ce qu'on peut arriver en dessous et à zéro? La compensation carbone, par exemple, il semblerait que ce soit pas si fiable que ça. Le sujet, c'est pas d'émettre zéro. Le but, c'est de contribuer à la neutralité carbone planétaire. Donc, c'est quoi la neutralité carbone planétaire? C'est de ne pas émettre plus de CO2 que la planète est capable d'en absorber naturellement. D'accord. C'est ça. Donc, effectivement, aux alentours de 2 tonnes par personne, eh bien, on rentrera dans cet équilibre planétaire où les émissions liées aux activités humaines, dans la limite de 2 tonnes, pourront être compensées par la capacité d'absorption des puits de carbone naturels. Mais aujourd'hui, c'est une illusion de penser que si on va au-delà des 2 tonnes, les puits de carbone naturels puissent absorber ce surplus. C'est pas possible. C'est physiquement pas possible, à date. Donc peut-être que demain ça le deviendra, je ne sais pas par quel miracle, mais aujourd'hui les systèmes naturels d'absorption du carbone, que ce soit l'absorption océanique ou la photosynthèse, ont des limites d'absorption qui sont liées en fait tout simplement à la taille de la planète. Donc il est important de comprendre, ce qui est important c'est pas de compenser, l'important c'est de réduire pour revenir dans les limites planétaires,
Et une fois qu'on sera revenu en limite planétaire, vous avez raison, là, il faudra, si possible, qu'on aille vers ce qu'on appelle le carbone négatif, parce qu'il restera tellement de molécules de carbone dans l'atmosphère, donc on sera peut-être, hélas, à 470 ou 480 ppm de CO2 dans l'atmosphère, donc dans les années qui viennent, en 2050. Ouais. Et si on veut retrouver un climat stable, d'avant l'ère industrielle, aux alentours de 280 ppm de CO2, il faudra aller rechercher tout ce carbone en excès qui reste stocké dans les hautes couches de l'atmosphère. Et donc là, il faudra effectivement que les activités humaines soient inférieures à la capacité naturelle d'absorption, de manière à résorber tout ce stock, ces milliards de tonnes de carbone qu'on a contribué à émettre pendant toute l'ère industrielle, thermo-industrielle. Donc ça mettra des décennies, voire des siècles, à ce qu'on revienne à ces 280 ppm de CO2, mais c'est la condition si on veut retrouver un climat stable, avec pas trop d'épisodes météorologiques détestables, qui sont la conséquence directe du réchauffement climatique. Donc ça, c'est l'objectif que les scientifiques nous donnent, c'est l'objectif de l'accord de Paris. Donc réduire, c'est vraiment la priorité numéro 1. Et ensuite, booster, ensuite on peut commencer maintenant, booster les puits de carbone, mais croire qu'on va pouvoir compenser ce que l'on émet aujourd'hui, en quantité, c'est une vue de l'esprit. Il faut avant tout réduire. Oui. Alors, je rebondis un peu sur ces notions un peu comptables de carbone. Si on fait le bilan carbone perso, le bilan carbone d'une entreprise, il y a une question que je me pose, qui est un peu centrale là-dedans, c'est le billet d'avion du PDG d'un grand groupe de biens consommables. Est-ce qu'il est dans le bilan carbone du PDG? Est-ce qu'il est dans le bilan carbone du groupe? Est-ce qu'il est dans le bilan carbone du consommateur du bien consommable à la fin? Comment est-ce qu'on le compte? Si le PDG il utilise ce billet d'avion pour aller en vacances, il compte dans son bilan carbone à lui. S'il l'utilise pour aller visiter ses installations, il est dans le bilan carbone de l'entreprise. C'est comme du bon sens. Donc l'objectif, c'est de se dire mais pourquoi on prend l'avion, pourquoi on mange de la viande, pourquoi on achète des fringues, etc. Donc tout ça, ça consomme du carbone. Et il est clair que malgré les progrès technologiques qui vont nous aider dans certains cas à diminuer nos émissions, c'est une évidence qu'il va falloir aussi qu'on accepte de changer nos modes de vie. Et c'est clair que la technologie ne pourra pas tout autoriser, notamment dans ce domaine-là. Donc la sobriété, la frugalité, ralentir la taille de l'économie non essentielle, c'est pas une option. Il va falloir le faire. Donc pour le faire sans que ce soit perçu comme punitif ou que ce soit perçu comme une restriction des libertés individuelles, etc., il va falloir bien entendu faire preuve d'une grande pédagogie auprès des différentes parties prenantes, à commencer par les citoyens, et que ceux aujourd'hui qui sont les plus gros consommateurs de biens ou de services acceptent aussi de montrer l'exemple pour pas qu'il y ait trop de décalage entre ceux qui ont trop aujourd'hui et ceux qui n'ont pas assez. Donc il n'y aura pas de transition, comme on dit, si tant est que la transition existe, mais il n'y aura pas de transformation, en tout cas, sans un minimum d'égalité, d'équité ou de justice sociale. Donc les gens se rendent pas bien compte à quel point une société neutre en carbone, c'est une société qui va devoir accepter que l'on revoie vraiment en profondeur nos façons de consommer au quotidien, et notamment dans nos pays à nous, c'est-à-dire les pays qui sont les plus gros utilisateurs de ressources et qui sont les plus gros émetteurs. Donc tout le monde ne part pas de la même ligne de départ sur les histoires de carbone. Il faut savoir que 50% des émissions sont émises par seulement 10% des plus riches sur cette planète. Donc ceux qui sont les plus concernés par cette remise en question de leur mode de vie, c'est pas les Ghanéens, les Sénégalais ou les Soudanais, c'est nous. Alors est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on renonce à tout le confort matériel qui est à notre disposition aujourd'hui? Certainement pas, mais qu'on fasse preuve de techno-discernement sur l'utilisation des technologies qui sont à notre disposition, et qu'on fasse preuve aussi de lucidité, de sobriété sur l'utilisation des services ou des matières premières qui sont nécessaires pour fabriquer les produits qu'on utilise au quotidien. Oui, là, il va y avoir des remises en question qui vont être importantes. Alors, par la régulation, d'une part, mais aussi et surtout par la transformation des modèles d'affaires. Parce que je rappelle que si l'entreprise veut survivre, il va de toute façon lui falloir revoir sa façon de créer la valeur, parce qu'il n'y aura pas de business viable sur une planète qui sera devenue invivable. Oui. Alors, est-ce qu'on pourrait prendre le déroulé d'un exemple d'accompagnement que vous avez fait avec C3D, par exemple, pour qu'on comprenne bien concrètement en quoi ça consiste Alors, ça consiste déjà à mesurer l'empreinte. Alors, pas simplement l'empreinte carbone, mais l'empreinte eau, l'empreinte biodiversité, l'empreinte matière première.
pour bien savoir d'où on part. Voilà. Une fois qu'on voit bien, c'est un peu comme vous voulez faire des crêpes, vous avez besoin d'ingrédients. S'il vous manque des œufs, vous ne ferez pas de crêpes. Donc, il y a besoin, pour faire n'importe quel type de business, d'ingrédients de base qui sont indispensables. Alors, il peut y avoir de la substituabilité, le cas échéant, dans certains cas, mais dans d'autres cas, il n'y a pas de possibilité de faire autrement. Enfin, aujourd'hui, en tout cas, pour certains types de business. Une fois qu'on a une bonne vision de ce dont on a besoin pour faire le business, en termes de matières premières, d'énergie, de compétences, bien sûr, et de process, eh bien, c'est de se poser la question, c'est qu'est-ce que ça génère comme impact positif. Donc ça, c'est le produit qu'on va vendre et qui va nous permettre de payer les salaires, payer les fournisseurs, payer les impôts, etc. Mais aussi, hélas, comme impact négatif. Donc, en termes de particules émises, en termes de pollution de l'eau, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, etc. Et là, tout le travail des responsables des RSE, ils le font pas tout seuls, mais c'est aussi, ça fait quand même partie de leur travail, c'est de trouver des alternatives pour que, de génération de produits en génération de produits, on puisse diminuer les impacts négatifs tout en maintenant, si possible, les impacts positifs. C'est ça le rôle, c'est ça le métier d'un responsable développement durable. Donc, et c'est possible. Alors, c'est possible de progresser rapidement les 10-20 premiers % d'impact négatif à réduire. On y arrive assez facilement. Par contre, pour tendre vers le net zéro impact, là, ça demande beaucoup plus de réflexion et puis d'acceptation aussi, de remettre en question sa façon de créer la valeur. Et la première question qu'on doit se poser, c'est l'utilité sociale de l'activité commerciale que l'on met en œuvre. Parce que si l'utilité sociale est avérée et que les produits qu'on propose ou que les services qu'on propose répondent vraiment à des besoins essentiels des populations, il n'y a pas de raison d'arrêter, parce que de toute façon, manger, on en aura encore besoin, de se loger, on en aura encore besoin, etc. Par contre, si le produit qu'on propose ou la solution qu'on propose ne répond pas à des besoins essentiels, là, il y a une question qu'on peut légitimement se poser dans un monde qui est en train de se contracter sur le plan de ses ressources. C'est est-ce bien nécessaire ? Comme je dis souvent, rien n'est moins utile ou efficace que de vouloir rendre plus sobre ou plus vert quelque chose qui ne devrait plus exister. Ouais. Et c'est là qu'il faut faire preuve de lucidité dans un monde qui va se contracter, et c'est le cas aujourd'hui, dans un monde qui va devoir faire des économies de carbone et faire des économies de ressources. On ne pourra pas continuer certains types de services et certains types de produits qui sont trop consommateurs, trop gloutons, et qui ne sont pas compatibles avec un monde fini. Si je suis croisiériste et que je viens vous voir en disant qu'est-ce qu'on peut faire sur mon modèle d'affaires pour me rendre sustainable, qu'est-ce que vous faites c'est sûr que le mode de motorisation de ces bateaux, le mode de consommation, etc., sont clairement pas compatibles avec ce qu'on va devoir faire demain. Enfin, demain et même aujourd'hui. Enfin, ce qu'on aurait même dû commencer à faire hier. Donc, oui, je vais pas vous dresser la liste de tous ceux. Enfin, pour faire simple, pour certaines activités, ça va être assez simple. Ouais. Pour d'autres activités, ça va être plus compliqué. Il n'y aura pas que des gagnants dans cette histoire. Et ceux qui ne seront pas gagnants, c'est quoi le traitement social ? Qu'est-ce qu'on fait des gens qui sont dans ces industries ? Le but, c'est quand même pas de les abandonner sur le bord de la route. Ouais. Ça va être de les accompagner, qu'ils changent de métier, qu'ils apprennent à faire autre chose. Mais c'est clair qu'il y a des pans entiers d'activités humaines aujourd'hui qui, dans un monde à 2 tonnes par personne et dans un monde net zéro, va devoir se réinventer, se reconfigurer. De toute façon, si on ne le choisit pas de le faire nous-mêmes, la physique va se charger de le faire elle-même. Donc, de toute façon, on le subira. On le subira parce qu'il y a moins d'énergie qui va rentrer dans l'économie dans les années qui viennent, parce que les ressources fossiles sont aussi des ressources finies. C'est pas que les métaux. Et que cette déplétion a commencé au moins pour le pétrole liquide, c'est moins vrai pour le gaz et le charbon, où il y a encore des réserves considérables. Mais de toute manière, cette déplétion des métaux, notamment, elle est inéluctable si on ne rentre pas rapidement dans une boucle circulaire et si on continue de produire autant de biens matériels qu'aujourd'hui. Donc, encore une fois, c'est un choix de l'humanité de piloter cette transformation ou d'attendre qu'elle s'impose à nous d'une façon plus naturelle. Mais si on attend qu'elle s'impose à nous et que pendant ce temps-là, on continue de détraquer notamment le climat, le cycle de l'eau, et qu'on continue d'éradiquer la biodiversité, les conséquences pour la santé humaine et pour la pérennité du vivant, les conséquences peuvent être effroyables. Quels sont les obstacles techniques quand on essaie de mettre en place un bilan RSE, un bilan carbone, une empreinte dans une entreprise ? Il n'y a rien de
compliqué techniquement. Le problème, c'est que tout le monde n'a pas la donnée. Parce que tout le monde n'a pas fait l'effort de mesurer, n'a pas utilisé la bonne méthode. Et aujourd'hui, les datas sont peu disponibles. Et quand elles sont disponibles, elles ne sont pas toujours fiables. Oui. Parce que les coefficients d'émission ne sont pas toujours harmonisés. Parce que souvent, les produits sont composés de multiples composants qui eux-mêmes sont composés d'autres composants. Donc la traçabilité de tout ça est très difficile à récupérer. Donc on a finalement une vague idée, in fine, du poids carbone réel. Donc c'est pas facile à piloter et c'est pas facile d'arbitrer non plus entre ce qui semble bien d'un côté, mais qui l'est peut-être pas tant que ça, parce qu'on n'a pas la totalité de l'information dont on aurait besoin pour faire des choix. Donc les freins, oui, il y a des problèmes de fiabilité, de traçabilité de données, mais le principal frein, il n'est pas technique. Le frein, il est plutôt psychologique, il est socio-technique, il est culturel, il est qu'il faut qu'on accepte, nous, notre génération, de revoir nos modes de vie. Et c'est plus ça, c'est plutôt on a plus besoin d'un choc, je le répète, de la pédagogie que d'une révolution technologique. Parce que à date, il n'y a aucune technologie magique qui permettra de maintenir nos façons de vivre actuelles, nous les Occidentaux, tout en ayant une trajectoire de décarbonation à la hauteur de ce qu'il faudrait faire. Donc il va falloir tout faire en même temps. Donc continuer de chercher. À la limite, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Mais compte tenu du temps de diffusion des technologies, quelles qu'elles soient, on sait très bien quand on découvre un truc formidable et que ce truc formidable est déployé à la bonne échelle, il faut un petit peu de temps, quoi. Sauf que le temps, on n'en a plus. On n'en a plus vu qu'on doit avoir divisé par 2 en 2030 et on doit être à la neutralité carbone dans moins de 25 ans. Donc le temps d'une génération d'un bonhomme, en fait. Donc ce temps-là, on ne l'a plus. Donc de compter exclusivement sur de la technologie pour pouvoir arriver à faire tout ce qu'on va devoir faire, c'est juste se tromper de bataille. Ouais. Le bilan carbone, l'empreinte, on parlait de compensation tout à l'heure, c'est aussi le lieu des fois de greenwashing, de communication sur tout ce qu'on a fait pour calculer des choses, montrer qu'on a fait des progrès sur quelque chose de négligeable et puis à côté de ça, mettre des œillères sur des points particulièrement polluants. Quel genre de triche déjà pour commencer, quel genre de on va dire, genre mal intentionné vous pouvez rencontrer dans vos travaux et comment on peut éviter la triche là-dedans? Je ne sais pas si c'est de la triche, c'est plutôt soit de l'incompétence, de l'inconscience ou du déni. Du déni dans le sens où on a du mal à croire ce qui fait mal à croire, de dire voilà, oui, on va plus pouvoir continuer comme avant. Et c'est vrai qu'il peut y avoir, de la part de certaines entreprises, de moins en moins, mais ça existe encore hélas, la tentation non pas de tromper, mais de faire croire que le produit est plus vert qu'il ne l'est réellement, en insistant sur des points qui ne sont pas les points essentiels, pour masquer des points qui sont un peu plus difficiles. Bon, c'est incontestable que ça existe, que la loi maintenant encadre de plus en plus les allégations et les dires des entreprises en relation avec leurs produits et comment elles utilisent les termes verts pour qualifier leurs produits qui ne le seraient pas tant que ça, finalement. Donc, notamment la référence à la neutralité carbone planétaire. Donc, il était temps que le législateur fasse un petit peu le ménage là-dedans et encadre ces types de messages et puis condamne même lorsqu'il y a une utilisation abusive à un critère écologique alors que le produit ne le mérite pas. Alors, qu'est-ce qui explique ça ? Qu'est-ce qui explique ça ? C'est que, hélas, les entreprises se sont réveillées un peu tard dans la compréhension du problème. Et qu'elles se trouvent confrontées devant... il y a une double injonction de continuer l'activité avec les niveaux de rentabilité que les actionnaires demandent, mais aussi d'autres parties prenantes qui sont souvent non contractuelles, qui, elles, disent attendez, on n'est pas contre continuer de faire du business, mais en tout cas, on veut que vous arrêtiez de polluer. Donc ça devient compliqué pour les entreprises de naviguer entre ces deux injonctions. L'injonction de rentabilité qui est indispensable pour une entreprise si elle veut survivre, mais ce qui est indispensable pour une entreprise si elle veut survivre à long terme, c'est aussi qu'elle n'émette plus de CO2. Donc, on est dans une machine à laver, là, où il faut tout faire en même temps. Et ça nécessite, bien sûr, des renoncements, des repositionnements stratégiques. Ça nécessite, au-delà de la recherche et développement pour retrouver des nouvelles façons de faire, aussi des nouveaux partenaires pour nous accompagner dans cette transformation, de manière à ce que, le plus vite possible, on puisse devenir cohérent, c'est-à-dire faire à la fois une activité économique qui permet de payer les salaires des gens et de continuer d'avoir une empreinte sociétale positive, mais aussi prendre enfin en compte la réparation
la préservation, la protection de tout ce qui nous permet de faire du business, c'est-à-dire les services écosystémiques, et de faire en sorte aussi que la déplétion des ressources qui sont indispensables au business, parce que de toute façon le business c'est des matières premières transformées avec de l'énergie, eh bien on rentre dans une boucle beaucoup plus circulaire, de manière à moins taper dans ces stocks qui ne sont pas infinis. Donc on est dans la décennie où il va falloir que les entreprises apprennent à faire tout ça. Il y en a certaines qui vont s'en sortir bien, d'autres moins bien, ça dépend d'où elles partent, ça dépend de l'utilité sociale du produit à la base. C'est sûr que si vous fabriquez des baskets connectées avec des produits vierges, non issus de la reuse ou de l'économie circulaire, ça va être compliqué de maintenir votre activité à l'identique. Bon, si vous êtes dans d'autres types de business qui contribuent notamment à éviter du carbone chez les autres, fabriquer des pompes à chaleur par exemple, qui permettent de remplacer des chaudières à fioul ou des chaudières à gaz à condensation, vous êtes sur des business qui sont forcément porteurs, parce que votre technologie permet d'éviter du carbone chez votre client. Donc c'est formidable. Donc encore une fois, d'un business à l'autre, eh bien les conséquences et les incidences de tout ce qu'on vient de se dire seront différentes. Donc, la raison d'être de l'entreprise est un facteur clé dans la réussite ou pas d'une stratégie de transformation ou de transition. Alors, si justement on essaie de se projeter dans 10 ou 20 ans, qu'est-ce que, selon vous, aujourd'hui vous avez besoin de dire à chaque partie prenante et qui, encore une fois, selon vous, sera probablement une évidence pour tout le monde dans 10 à 20 ans ? En fait, les scientifiques nous ont tout dit, nous ont tout raconté déjà depuis près de 50 ans. Donc, on connaît maintenant les conséquences de notre inconséquence et de notre incapacité à avoir anticipé ce qui est en train de nous arriver. Donc là, maintenant, on est proche de seuil de non-retour. On a dépassé 6 des 9 limites planétaires. Et maintenant, on est un peu, vous savez, dans la dernière ligne droite de soit on réagit, soit on va vers un chaos annoncé, quoi. Donc, il ne faut même pas raisonner à 10 ou 20 ans. Il faut raisonner à qu'est-ce qui va se passer demain, quoi. Est-ce que oui ou non, on va regarder la réalité en face et on va prendre des décisions radicales, à la fois de transformation de modèle, mais aussi de renoncement, d'arrêt de certains types d'activités qui ne sont vraiment pas compatibles avec les limites planétaires. Donc ça demande à la fois une force d'âme des politiques qui sont censées réguler pour l'intérêt général, et ça demande aussi une force d'âme très importante des conseils d'administration d'intimer l'ordre à leur board exécutif de recentrer leurs activités sur des activités essentielles avec un modèle d'affaires compatible avec les limites planétaires. Donc, si on n'arrive pas à conjuguer ces deux leviers, qui est le levier réglementaire, en prenant des décisions qui peuvent apparaître comme pas super populaires dans un premier temps si on ne met pas la pédagogie qui va bien en face. Et puis au conseil d'administration, dire de toute façon, si vous ne faites pas cette révolution copernicienne de votre modèle d'affaires, de toute façon, il n'y aura pas de viabilité de votre entreprise. Donc certes, vous allez peut-être gagner moins d'argent avec l'économie de la fonctionnalité, encore ça dépend dans quel domaine, mais au moins ça vous garantira plus de durabilité. Donc il est clair ça arrive aussi dans sa vie personnelle, on est à l'heure de choix. Voilà, l'heure de choix, est-ce qu'on va les assumer, ces choix? Est-ce qu'on va les décider? Ou est-ce qu'on va dire encore une nuit ou encore une heure, monsieur le bourreau, en attendant que la nature remette les compteurs à zéro, ce qui risque d'être un peu douloureux pour une grande partie de l'humanité, voire la totalité de l'humanité. Donc, l'équation est simple. Soit on ralentit, soit on périt. Si on a à évaluer un bilan RSE, en tant que tiers extérieur, on veut travailler avec une entreprise, on veut peut-être être consommateur, on s'intéresse au bilan RSE. Qu'est-ce qu'il faut regarder? Comment est-ce qu'on évalue rapidement? Est-ce que vous avez quelques conseils vous qui êtes dedans? Alors d'abord, ce qu'il faut regarder en premier lieu, c'est ce qu'on appelle la matérialité des enjeux. Toutes les entreprises ont des enjeux qui sont différents en fonction de la nature de l'activité. Si vous utilisez beaucoup de cuivre, beaucoup de matières premières, beaucoup d'eau, beaucoup de sable, voilà. Donc les entreprises doivent identifier, évaluer les ressources critiques qui sont indispensables à leur activité et à partir de là, définir des stratégies d'atténuation en relation avec ces ressources critiques. Alors, sachant qu'il y a des plus petits communs dénominateurs, le carbone, c'est vrai pour tout le monde, la biodiversité, c'est vrai pour tout le monde, mais au niveau des ressources, ça peut être très différent, que ce soit en utilisation directe ou indirecte via la supply chain.
À partir de là, il faut mettre en place des plans d'atténuation. C'est-à-dire, en fait, il faudrait dire, voilà, comment je peux commencer déjà par diviser par 2 la consommation de telle ou telle ressource, tout en maintenant mon activité économique, y compris si mon activité économique fait de la croissance. Donc, dans ce cas-là, il faut diviser plus que par 2 pour absorber cette croissance. Et s'il n'y a pas d'alternative technologique, on rentre plutôt dans des dimensions plus radicales de dire on arrête, parce que de toute façon, c'est pas viable. Et donc là, il y a de la pédagogie à faire vis-à-vis des parties prenantes, à commencer par les actionnaires, pour dire certains types d'activités, on pourra pas le continuer. On pourra pas le continuer parce qu'on n'a pas de plan B, quoi. On n'a pas de solution alternative. Alors comment ça se voit, ça? Donc j'ai le bilan RSE sous les yeux. Comment je repère ce genre de choses? Déjà, quand vous regardez donc dans les rapports intégrés des entreprises, dans la déclaration de performance extra-financière et demain dans le rapport de durabilité, c'est comme ça qu'il va s'appeler, le rapport de durabilité, lorsque la CSRD sera rentrée en application, ce qu'il faut regarder, c'est pas tant les résultats bruts des indicateurs extra-financiers correspondant aux principaux enjeux, c'est de regarder la tenue des trajectoires. Je vous donne un exemple, c'est une métaphore un peu facile, mais si vous avez 10 kilos à perdre en début de l'année, vous avez 2 solutions. Soit vous essayez de les perdre tout au long de l'année, donc de l'ordre de 800 grammes par mois, soit vous attendez le dernier mois pour perdre les 10 kilos, et là, ça risque d'être un peu plus compliqué. Dans certains cas, ça ne sera même pas possible. Donc, finalement, un bilan RSE, c'est pour les censeurs, pour les analystes, pour les tiers. Qu'est-ce qui va attester que l'entreprise est sur la bonne trajectoire? C'est déjà, est-ce qu'il y a une trajectoire qui a été définie? Une trajectoire théorique, de baisse des émissions, de baisse de la consommation d'eau, de recyclage des matières premières, que sais-je encore. Et au fil du temps, est-ce que les points sur la courbe attestent que la trajectoire est tenue ou est-ce que la trajectoire n'est pas tenue? Et si la trajectoire n'est pas tenue, ça, bien sûr, ça va poser question sur la crédibilité des actions qui sont mises en œuvre et qui étaient censées faire en sorte que la trajectoire soit tenue. Donc la crédibilité des entreprises demain, c'est pas dans leurs résultats bruts en tant que tels, c'est dans leur capacité à tenir les trajectoires qu'elles se sont fixées. Et vous parliez de fiabilité faible de ces données extra-financières. Est-ce que, justement, on ne peut pas jongler un peu avec la faible fiabilité des données pour mettre la poussière sous le tapis? Est-ce qu'il y a des moyens, on va dire des astuces pour repérer la poussière sous le tapis? Vous savez, hélas, il y aura toujours des gens qui chercheront à tricher, qui chercheront... C'est vrai dans le Tour de France avec le dopage, c'est vrai dans notre vie personnelle avec tout un tas d'astuces que les gens peuvent utiliser pour tromper ces parties prenantes. Mais là, on joue plus, là. Il s'agit plus de jouer, il s'agit pas d'essayer de... C'est assez... ça révèle une certaine type de mentalité de dire comment je vais pouvoir tromper mes parties prenantes, comment je vais pouvoir tricher pour continuer comme avant, etc. Mais moi, personnellement, je m'inscris pas du tout dans cette dynamique-là. Le moment est tellement grave, c'est tellement dramatique quand on regarde la réalité en face et quand on regarde le temps qui nous reste pour agir et la situation déjà tellement dégradée que... Oui, il va y avoir des entreprises qui vont chercher à minimiser leurs impacts, qui vont trafiquer peut-être leurs données extra-financières pour continuer comme avant, si j'ose dire. Mais le problème n'est pas là. Le problème n'est plus là. Tôt ou tard, ces entreprises seront démasquées. De toute manière, elles le sont déjà. Et les parties prenantes s'occuperont d'elles. Donc, vous savez, quand vous êtes nombreux à tricher... personne considère que des gens trichent. Quand il y en a que quelques-uns qui trichent, ça se voit quand même assez rapidement. Et on en est là aujourd'hui? Il n'y en a que quelques-uns qui trichent? Je pense qu'il y en a de moins en moins, parce qu'il y a une pression énorme des parties prenantes, y compris les collaborateurs des entreprises, et surtout les systèmes de vérification des données, et les censeurs, et les spécialistes, etc., sont beaucoup plus affûtés aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a 5 ou 10 ans. Donc une entreprise qui tricherait... Si vous avez aimé et que vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Finirait tôt ou tard par être démasqué et attaqué en justice. Et d'ailleurs, on est à l'aube, je pense, de procès retentissants dans ce domaine-là. Ça commence à venir, d'ailleurs. Et je pense que ça dissuadera assez rapidement ces entreprises de continuer d'essayer de tricher. Donc, je ne veux pas dire que je suis optimiste sur le fait que la triche va disparaître. On l'a vu, si je reprends encore l'exemple du Tour de France, à chaque génération de coureurs, on pense qu'on a affaire à une génération de coureurs propres, et puis on trouve toujours des gens qui trichent. Mais on peut espérer que ça finisse par s'arrêter, même si vous avez raison, l'histoire montre que de tout temps, il y a toujours eu des imposteurs. Alors, quels sont les plus grands points de douleur dans le métier d'accompagnateur comme ça, ou même dans la responsabilité que vous avez au sein du groupe Bouygues? Le point de douleur, c'est de
de savoir qu'on va dans le mur de façon générale et qu'on ne met pas suffisamment de moyens ou de volonté politique à éviter qu'on le prenne trop vite, ce mur. Donc ça, c'est un point de douleur parce qu'on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Donc on sait ce qui va se passer. Donc maintenant, c'est quand même un peu frustrant de voir que la science nous a tout dit et qu'on en est encore à se poser des questions métaphysiques sur est-ce qu'on doit le faire maintenant, est-ce qu'on doit le faire demain, est-ce que ça va pas trop vite, etc. Alors que c'est pas à nous de fixer la vitesse de transformation, hein. C'est la science qui nous impose cette division par 2 à 2030 et neutralité en 2050, parce que si on ne fait pas ça, on sait qu'on va rentrer dans une terra incognita qui sera incompatible avec les conditions de la vie sur Terre, tout simplement. Donc, ce qui est très frustrant, ce qui met mal à l'aise ceux qui savent, c'est souvent on s'aperçoit que ceux qui ont les leviers, qui ont le pouvoir, ne prennent pas toujours les bonnes décisions. Alors, soit ils prennent pas les bonnes décisions parce que ils sont incompétents ou inconscients de ce qui est en train de se passer, soit ils prennent pas les bonnes décisions parce qu'ils savent parfaitement ce qui va se passer, mais ils ont peur et ils sont plutôt lâches, par rapport à ce qu'ils devraient faire. Dans les deux cas, c'est pas très glorieux, hein, parce que incompétent ou lâche, bon voilà. Puis après, il y a une troisième voie, hein, il y a ceux qui sont lucides tout simplement et qui sont clairvoyants et qui sont même maintenant bienveillants, et puis qui essayent de trouver avec leur management, avec leurs parties prenantes, avec leurs clients, des solutions pour produire la valeur autrement. Donc moi, je m'occupe surtout de cela, parce que les lâches, c'est difficile de changer la nature d'un lâche. Et puis les incompétents, on peut essayer de les rendre plus lucides en les formant, et c'est pour ça qu'on en a déjà parlé tout à l'heure. On va encore avoir besoin, hélas, malgré 6 rapports du GIEC, malgré le rapport Meadows, malgré les appels constants des scientifiques, on a encore besoin beaucoup de faire de la pédagogie, parce que il y a beaucoup de gens encore qui n'agissent pas, non pas parce qu'ils sont lâches, mais parce qu'ils n'ont pas compris. Donc il faut insister lourdement sur cette composante pédagogie. Pour finir, est-ce que vous avez une anecdote à nous partager ? Les anecdotes, j'en ai plein. Des gens qui sont faussement sincères, des gens qui font semblant, et puis d'autres, au contraire, qui, du jour au lendemain, changent tout et décident de renverser la table et de modifier leur comportement et aussi leur modèle d'affaires. Donc, qu'est-ce que je peux vous raconter comme anecdote ? Sur l'intensification d'usage des infrastructures, on sait très bien qu'on a des infrastructures aujourd'hui qui sont structurellement sous-utilisées, et donc du coup on a des taux d'utilisation qui sont extrêmement faibles, et on est en train de s'apercevoir que certaines maîtrises d'ouvrage que l'on côtoie, nous, dans notre activité, se rendent compte que finalement c'est un peu ridicule de laisser des actifs comme ça, qui coûtent des millions d'euros à l'achat et à l'entretien, non utilisés, et qui auraient moyen donc de plus partager, de mutualiser ces espaces, de manière à ce que demain on en construise moins et que ces espaces-là deviennent plus rentables. C'est amusant de voir à quel point ce discours de la mutualisation, du partage, de l'hybridation des espaces, qui était un sujet qui était inaudible il y a encore quelques semaines, voire quelques mois, oui, est en train de devenir une évidence pour ces mêmes parties prenantes. C'est ce type d'anecdote qui montre que finalement la bascule, lorsqu'on arrive à faire la bonne pédagogie, peut être très très rapide. Et à l'instar des hollas dans les stades, quelques individus extrêmement motivés qui font la bonne pédagogie au bon endroit peuvent arriver à faire lever tout le stade, rien que par leur force d'âme. Merci Fabrice. Merci. Vous venez d'entendre Fabrice Bonifay, directeur développement durable du groupe Bouygues sur Data Driven 101. Si vous avez aimé et que vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Dans le prochain épisode, je recevrai Pierre Guyot, Head of Data chez AdsUp, pour nous parler de marketing digital. À très vite.